Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreux ce soir pour cette soirée assez exceptionnelle dans le cadre des rencontres musicales de Haute-Provence. Je crois que c'est la première fois qu'on fait une rencontre littéraire dans le cadre de ce festival que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Et c'est une chance et un honneur et une joie profonde de recevoir Monsieur Akira Mitsubayashi. Donc, nous le recevons ce soir pour un livre qui s'appelle Suite inoubliable, mais on va peut-être élargir un tout petit peu à la trilogie dont ce titre fait partie. Avant ça, je vous présente en deux mots, mais très rapidement, et vous aurez peut-être l'occasion de nous redire des choses sur vous et votre vie, mais en deux mots, Monsieur Mitsubayashi est un écrivain japonais, mais il écrit presque plus en français. En tout cas, il écrit tous les romans en français. C'est quelqu'un qui a fait des études de français et qui parle un français absolument parfait. J'ai remarqué parfois une petite pointe d'accent méridional que vous avez peut-être rattrapé en faisant vos études à Montpellier. Mais voilà, c'est impossible si on ne le voit pas parler de se douter que le français n'est pas sa langue maternelle. Et c'est un jeune retraité, mais qui a longuement enseigné le français et la littérature française à Tokyo à l'université. Donc, Suite inoubliable est le dernier volet d'une trilogie romanesque sur des thèmes qui sont principalement la musique. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le programme d'un festival musical. Et également l'amour et la guerre, on y reviendra. Et plus particulièrement autour du mode musical du quatuor à cordes. On aura l'occasion d'en reparler aussi peut-être. Donc les deux premiers volumes, c'était Âme brisée, qui est paru chez Gallimard également en 2019, qui a été un très gros succès de librairie, qui a eu d'ailleurs le prix des libraires en 2020, qui était un livre autour de la figure du violon. Le deuxième s'appelait Reine de cœur, est paru en 2022, toujours chez Gallimard, et parlait plutôt d'un alto. Et le troisième volet qui vient de sortir, enfin qui est sorti à l'automne dernier, Suite inoubliable, donc tourne autour du violoncelle, et particulièrement des suites de Bach. Voilà. Ça parle un peu à Jean-Guillain, ce morceau-là. Donc je vous rassure déjà, les trois titres forment une trilogie, mais peuvent complètement se lire séparément, même s'il existe des passerelles entre les trois livres, et notamment des personnages qu'on retrouve dans Suite inoubliable qu'on avait déjà rencontrés avant. Donc peut-être ma première question porterait sur le thème de la guerre, puisque les trois titres, et celui-ci ne fait pas exception, démarrent tous dans ce que vous appelez la période de la guerre de 15 ans au Japon, que nous ne connaissons pas très bien en Occident, mais qui est très importante dans l'histoire récente du Japon. Et voilà, du coup, je voulais vous demander pourquoi ce troisième titre. Est-ce que vous aviez tout de suite l'idée d'une trilogie quand vous avez écrit Âme brisée? Et sinon, pourquoi avoir ensuite continué avec Reine de cœur et maintenant ce titre numéro 3? Bonsoir. Quand j'ai commencé à écrire Âme brisée, je n'avais absolument pas l'idée de faire une trilogie au départ. Et c'est en terminant Reine de cœur que j'ai eu cette tentation. Je viens de faire un livre autour d'un violon, et puis le deuxième autour d'un alto. Alors comme j'aime passionnément le quatuor à cordes, il nous fallait absolument écrire un roman sur un violoncelle. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée et eu une très forte envie d'écrire Suite inoubliable, donc autour d'un violoncelle de Matteo Frier. Et pourquoi
cette période qu'on appelle la période de la guerre de 15 ans. Il est vrai que tous les trois, les trois romans ont pour arrière-fond historique cette période-là. Ça commence en général autour de 1938, quelque chose comme ça. C'est variable d'un roman à l'autre, on est toujours vers la fin de cette période et ça se termine voilà, à notre époque, aujourd'hui. Donc il y a sans cesse une sorte de va-et-vient entre ces deux périodes. Alors pourquoi avoir choisi cette période que je n'ai pas connue personnellement? Je suis né en 1951, donc 6 ans après la fin de la guerre. Donc c'est une période que j'ignore totalement. Mais c'est une période qui me hante parce que mon père l'a vécu douloureusement. Alors pourquoi douloureusement? Parce que, comme beaucoup de Japonais, beaucoup d'étudiants japonais vers la fin de la guerre devenait extrêmement, comment dirais-je, prenait une allure très sérieuse, très grave. Donc, beaucoup de soldats tombaient, et il manquait de soldats. Donc, on a commencé à envoyer des étudiants qui avaient bénéficié jusque-là d'un traitement préférentiel. Et donc on a dû envoyer des étudiants et voilà, ils faisaient partie de cette jeunesse-là. Et comme il était opposé à cette guerre d'agression coloniale, il faut le dire, et il a été maltraité. Il a été maltraité et je dirais même qu'il a été torturé par moments. Et donc il n'a pas gardé un bon souvenir de cette période. Et ce qui a profondément déplu à mon père, c'est l'espèce de fanatisme exacerbé qui avait complètement colonisé tous les cerveaux japonais. On ne jurait que par l'empereur. Voilà. Donc c'est ce fanatisme complètement incroyable qu'il ne supportait pas. Et à l'armée, d'après ce qu'il m'a dit, il le faisait sentir à ses officiers. Bien évidemment, c'était mal accepté, donc il a été maltraité. Alors il faut dire que c'est une guerre qui a anéanti quand même plus de 20 millions de vies en Asie, dans d'autres pays en Asie, oui, en Chine, dans d'autres pays d'Asie, et du Pacifique aussi. Donc c'est presque miraculeux qu'il ait survécu à cette guerre. Il est rentré au Japon sans attendre la fin de la guerre. Je ne sais pas comment il a pu échapper à la fin de la guerre en Chine, en Mandchourie. Il est rentré au Japon et le 15 août 1945, c'était la fin de la guerre. Et il a rencontré ma mère. Et puis de cette union sont nés 2 garçons, moi et mon frère. Et ce qu'il a fait, c'est tout de suite, il a voulu nous initier à la musique occidentale, la musique européenne, parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, vraiment pendant cette période difficile, insupportable pour lui, parce qu'il fallait lutter contre la barbarie de certains militaires, un peu comme dans un brisé, il se réfugiait dans la musique. Il se réfugiait dans la musique européenne et il se réfugiait également dans la littérature aussi.
Voilà, ce sont ces deux, la littérature, par exemple, de Victor Hugo, et puis la musique de Beethoven, par exemple, ça représentait pour lui un autre monde, un autre modèle de société, un autre modèle de civilisation. Donc voilà, tout de suite après la guerre, quand il a eu ses deux fils, il tenait absolument nous initier à l'art européen. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me passionner pour la musique. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cette période-là, c'est pour rendre hommage, pour, comment dirais-je, le mot n'est pas assez fort, il y a eu tellement de morts, tellement, j'ai dit tout à l'heure que cette guerre avait anéanti plus de 20 millions de vies. Sur le territoire national, plus de 3 millions de Japonais ont été tués. Et ce sont des gens qui ont été emportés brutalement, mais avec une violence incroyable, par l'histoire. Et pour moi, c'était, comment dire, quand j'ai commencé à écrire à Âme brisée, c'était des fantômes pour moi. C'était des gens qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur vie, et il fallait les ramener à la vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à briser, et c'est dans cet esprit-là que j'ai continué avec Reine de Cœur, et c'est dans cet esprit-là que j'ai écrit Suite inoubliable aussi. Donc, cette trilogie est traversée par des fantômes. Ce sont des gens qui ont été tués par la violence de la guerre, par la violence de l'histoire, et qui n'ont pas pu continuer leur vie, qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur vie. Et j'ai choisi comme personnages principaux parfois des musiciens. Ce sont des musiciens qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur art. Dans Reine de Cœur, il y a un altiste, et dans Suite inoubliable, il y a un violoncelliste. Alors, ces musiciens-là, ce sont des Japonais. Ce sont des Japonais parce que ils ont subi cette situation-là, et pour découvrir toute la profondeur de cette musique, ils sont tous venus en France, tous les deux. Et c'est la guerre qui les a rappelés, et on les a envoyés à la guerre, et ils sont morts tout de suite. Voilà le cœur de la fiction dans mes romans, et voilà la raison pour laquelle vous êtes en relation avec cette période difficile à supporter parfois, comme au début de Reine de Cœur. Pour aller dans le sens que vous venez de dire avec les fantômes, je peux vous lire la dédicace du livre qui est aux ombres pour qu'elles reviennent, pour qu'elles revivent, pour qu'elles parlent. Donc c'est bien de ces fantômes dont il s'agit, j'imagine. Oui. Et en plus, je dédie mon premier livre, mon premier volet, Âme brisée, je le dédie à tous les fantômes du monde. Et pour moi, fantôme et ombre, c'est la même chose. Ce sont des gens qui ont été emportés, qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur vie. Et le travail d'écrivain consiste, au moins pour une part, à essayer de ramener ces fantômes-là à la vie. Un peu comme Orphée, le prince des livres, qui a essayé de ramener sa bien-aimée du royaume des morts. Et mon travail a consisté, pendant l'écriture de cette trilogie, à essayer de ramener ces fantômes qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur vie. Cher Akira, je vais commencer par dire que c'est un tel bonheur que tu sois là avec nous aujourd'hui, parce que on s'est rencontrés il y a quelques mois à Tokyo, et ça a été une soirée vraiment éblouissante. C'était une rencontre vraiment très 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 touchante, donc merci d'être là avec nous. Avant de passer dans plein d'autres sujets, mais j'ai une question par rapport au travail de mémoire que tous les peuples font parfois dans la douleur,
fait ça facilement. Et comme tu le sais, chez nous en France c'est pareil, il a fallu attendre les années 90 pour que pour la première fois un président dise oui, on a eu un État qui a déporté des dizaines de milliers de juifs. Et donc c'est assez incroyable, et on commence seulement maintenant à vraiment faire un travail sur la guerre d'Algérie, etc. Donc voilà, c'est un peu parti comme ça. Et donc tu sais l'admiration, la fascination, l'amour que j'ai pour ton pays, j'ai presque envie de dire ton pays d'origine, parce que maintenant tu as au moins 2 pays, mais en tout cas pour le Japon. Et néanmoins, je sais aussi que ce travail sur l'histoire et sur cette période dont tu parles en particulier n'est pas facile et ne se fait pas sans tension. Comment ça a été pour toi en tant que Japonais de voir, parce que je dois dire que je trouve qu'il y a un courage vraiment merveilleux de toi en tant que Japonais de vraiment non seulement te confronter à cette période-là, mais du coup aussi confronter tes éventuels lecteurs japonais qui se pencheront sur tes romans et qui seront face à ces réalités très dures de cette époque dont tu parles. Alors, il y a des raisons qui me conduisent à cette période-là. C'est un passé assez lointain, ça fait plus de 80 ans, mais c'est un passé qui ne passe pas au Japon. Il est toujours là. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe parfois, des difficultés entre les Japonais et les Chinois, entre les Japonais et les Coréens, etc. C'est parce que justement ce passé-là ne passe pas. Et je crois que le travail de mémoire qu'on devrait faire au Japon, par rapport à ce que les Japonais ont fait dans le passé, donc dans les années, pendant cette période qu'on appelle la période de la guerre de 15 ans, on n'a pas fait suffisamment de choses, suffisamment de travail sur cette période. C'est la raison pour laquelle le Japon a des difficultés avec d'autres pays d'Asie. J'ai un souvenir assez douloureux quand je suis venu pour la première fois en France. Je suis allé en tant que boursier du gouvernement français à Montpellier, et à Montpellier il y avait beaucoup d'étudiants étrangers, et je ne sais pas qui a eu l'idée de me faire rencontrer, de me présenter à un groupe d'étudiants coréens. Et quand je me suis trouvé devant eux, j'ai immédiatement senti qu'il y avait une espèce de malaise qui s'installait entre moi et ces jeunes Coréens, alors que je n'ai pas connu cette période-là, eux non plus, ils étaient jeunes, aussi jeunes que moi, mais voilà, quelque chose qui nous dépasse et qui mettait ce sentiment de gêne entre nous. Et j'ai tout de suite compris pourquoi. Il y avait, de ma part, il y avait aucune animosité. Ayant eu un père comme celui que je viens de décrire, j'avais plutôt un sentiment de culpabilité pour ces jeunes Coréens. Mais eux, ils avaient une image des Japonais autre que celle qui était répandue à ce moment-là à Montpellier. Donc il y a eu une sorte de décalage au niveau des sentiments mutuels. Et c'est un souvenir douloureux pour moi. Alors que
j'ai senti le poids de l'histoire, alors qu'on n'a pas participé à cette séquence historique, mais il y avait une espèce de fossé infranchissable entre nous. Et voilà, c'est une des raisons lointaines peut-être pour lesquelles j'ai écrit cette trilogie. Il faut que, comment dire, il faut commencer sérieusement un travail de mémoire vis-à-vis de cette période. Or, les hommes politiques qui sont au pouvoir depuis longtemps, ils n'ont jamais voulu faire ce travail-là. Et donc, ce que j'ai écrit dans mes romans français peut choquer une certaine catégorie de Japonais. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais j'ai traduit moi-même un brisé. Dans ce roman, je présente une image pas du tout, comment dire, laudative d'un officier de l'armée japonaise, mais je n'ai pas eu de censure. Pour le moment, le Japon est encore un pays où une certaine forme d'expression, de liberté d'expression est garantie. Ce n'est pas à cause de mes romans que je serai envoyé en prison. Donc, je ne me fais pas de soucis, mais j'y pense de temps en temps. C'est vrai que c'est un peu osé, ce que j'ai écrit. Mais je crois que c'est un travail nécessaire. C'est un travail nécessaire. On ne va pas parler que de la guerre, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets, et notamment la musique, mais juste pour terminer sur ce sujet, et vous donner à entendre la langue aussi de l'écriture, on reviendra aussi sur l'usage de la langue française, mais justement un passage où le père d'un des personnages laisse éclater sa colère envers la propagande nationaliste et la guerre. Quel père et quelle mère seraient heureux de voir leur fils partir à la guerre pour se faire tuer? Soyons raisonnables, messieurs. Le bonheur de mourir pour sa majesté impériale? Des millions de vies ont été anéanties pour un seul homme. Ce n'est pas acceptable ni justifiable. Cela est contraire à la justice universelle. L'empereur n'est pas un dieu. Non, c'est un homme comme vous et moi. Biologiquement et médicalement parlant, ce n'est qu'un homme. Ce n'est pas une divinité surnaturelle. Il a été bébé comme vous et moi. Il mourra un jour ou l'autre comme vous et moi. Il mange comme vous et moi quand il a faim. Il boit comme vous et moi quand il a soif. Il dort comme vous et moi. Il fait des rêves comme vous et moi. Il tremble de froid quand il est à poil en hiver. Il transpire à grosses gouttes quand il fait chaud en été. Il éternue comme vous et moi. Il pète comme vous et moi. Il pisse comme vous et moi. Il défèque comme vous et moi. Il tombe malade comme vous et moi. Il fait des petits en faisant l'amour comme vous et moi. Bref, il n'échappe pas à la loi de la nature. Où est la différence entre lui et vous? Dites-moi où est la différence. Un système héréditaire qui privilégie une catégorie d'êtres est une absurdité contre nature. Voilà. Je vais lire ce petit extrait parce que je trouve qu'il est très fort, plein de puissance et de colère exprimée de manière très, très juste. Mais maintenant, on va parler un peu d'autre chose. On va parler de musique quand même et de langue. En fait, si j'ai bien compris, vous appréciez deux sortes de langues. La musique est une langue et le français est une langue que vous avez adoptée. Alors, peut-être pouvez-vous nous parler de comment vous êtes entré dans la langue française. Vous avez dit alors je ne sais plus dans quel j'ai noté une citation de vous, mais je ne sais plus d'où elle est tirée, si c'est de Petit éloge de l'errance ou de Une langue venue d'ailleurs. Mais je vous la cite. Le jour où je me suis emparée de la langue française, j'ai perdu le japonais pour toujours dans sa pureté originelle. Ma langue d'origine a perdu son statut de langue d'origine. J'ai appris à parler comme un étranger dans ma propre langue. Mon errance entre les deux langues a commencé. Je ne suis donc ni japonais ni français. Et vous dites à un autre moment que vous êtes entré dans la langue de Rousseau. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, parce que ça veut dire qu'aussi vous êtes
non seulement entrer dans le français, mais aussi dans la culture française, dans la philosophie française. Et vous dites que vous souffriez dans votre langue natale en étant adolescent, et que maintenant vous adoptez le français. Ça fait beaucoup de choses, ça. Hein. Et alors ça, c'est une citation qui vient d'une langue venue d'ailleurs. Alors, je suis entré dans la langue française à l'âge de 18 ans, donc au moment où j'ai accédé à l'enseignement supérieur. Jusque-là, le français était totalement, mais alors une langue totalement étrangère pour moi, parce que le français n'est pas enseigné dans les écoles. Donc c'est à l'université que j'ai commencé à étudier mais très sérieusement le français. À l'origine de cette rencontre décisive pour moi, il y a un livre, une lecture que j'ai faite avant d'aller à l'université, donc quand j'étais lycéen. C'était un livre écrit par un philosophe japonais c'est quelqu'un qui a laissé une œuvre importante en 16 volumes, donc il y a énormément de sujets qui sont abordés par ce japonais, mais le texte sur lequel je suis tombé parlait de la langue française, de la culture française ou de la culture européenne de façon plus générale. Et comme je souffrais d'une sorte de mal-être linguistique à ce moment-là, j'ai été ébloui par la lecture de ce philosophe. Et j'ai été ébloui par l'image de la langue française que ce texte véhiculait. Et voilà, je viens de dire que je souffrais d'un mal-être linguistique. C'est, voilà, pendant l'adolescence, on commence à se poser beaucoup de questions sur l'existence, sur la vie en général, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire des romans, beaucoup de romans, surtout étrangers, des grands auteurs français, russes, etc. Et ce qui me gênait énormément dans la langue japonaise, c'était le caractère extrêmement formel, stéréotypé de cette langue. Et je crois que j'étais particulièrement sensible à cet aspect-là à ce moment précis de l'histoire, c'est-à-dire dans les années 70, 68, 79, 70. C'était une période où le Japon a connu ce qu'on appelle là-bas aussi les événements de 68. Et la langue était, comment dire, extrêmement politisée, parfois dénuée de sens. Et ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est le fait que mes camarades au lycée commençaient à imiter cette langue-là. Et vraiment, cette imitation, la langue japonaise à ce moment-là m'a semblé bourrée de stéréotypes. C'est-à-dire pas d'expression individuelle de la part de chacun. Et c'est de ce malaise linguistique que je parle dans une langue venue d'ailleurs. J'avais besoin de m'évader, d'aller ailleurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait cette rencontre décisive avec ce philosophe français qui parlait magnifiquement de la langue française, de la culture française. C'est quelqu'un qui a commencé à apprendre le français à l'âge de 5 ans, exceptionnellement, dans le contexte japonais. Il avait même un précepteur français dans sa famille, et il a grandi donc dans une institution privée où l'enseignement du français était assuré jusqu'à la fin du lycée. Donc il a fait du français depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'entrée de l'université, et à l'université, il a choisi également le français. Il a fini par devenir
professeur de littérature et de philosophie française. Il a grandi au Japon, il n'a pas pu venir en France à cause de la guerre, justement, et dans les années, je crois que c'est au moment où je suis né, il est venu en France pour la première fois, pour faire une thèse, et sur la philosophie de Descartes et de Pascal, et il était venu pour un an, mais au bout d'un an, il a décidé d'abandonner son poste de professeur à l'université de Tokyo. Il a opté pour la vie française. Il avait besoin de vivre en France, dans la langue française, parce que, disait-il, il ne connaissait pas assez bien la langue française. Et c'est cet homme-là, dans les textes qu'il a écrits sur la langue française et puis sur son apprentissage aussi de la langue française, il m'a montré, voilà, j'ai cru voir un chemin tracé pour moi par lui. Donc je me suis engagé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le français de façon passionnée. Vraiment, c'était une passion. Je faisais 14 heures de français par jour au début. C'est pour ça que j'oblige mon personnage principal, le violoncelliste japonais Ken, mais je dis quelque part, il faisait 14 heures de violoncelle. Je me projette un peu en lui. Voilà, donc c'était une grande passion. Et cette passion a été, comment dirais-je, relayée par la passion pour la musique et par la passion pour l'œuvre de Rousseau. C'est un des auteurs que j'ai lu en premier parce que, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit, peut-être c'est mon père, tout commence par ce monsieur, disait-il. Et donc j'ai décidé de lire d'abord le premier discours, discours sur les sciences et les arts, ensuite le discours sur l'origine de l'inégalité, du contrat social, les confessions, la nouvelle Héloïse, etc. J'ai continué, j'ai lu d'autres auteurs, bien sûr, mais j'ai le sentiment que c'est quand même Rousseau que je connais le mieux. Je l'ai accompagné, ou plutôt c'est lui qui m'a accompagné tout au long de mon apprentissage et tout au long de ma carrière d'universitaire. Donc, le français, Rousseau et la musique qui a ses origines dans la passion de mon père pour la musique. C'est mon père qui m'a transmis à moi et à mon frère l'amour de la musique. Et donc dans mes romans, dans mes livres, ces trois éléments se mélangent parfois. Par exemple, un petit exemple, un coup de chapeau à Rousseau, dans Suite inoubliable. Il s'agit d'un violoncelle de Matteo Goffriller, et c'est un Matteo Goffriller de 1712. Alors, je sais qu'un violoncelliste français, Marc Coppée, joue un Matteo Goffriller de 1711. Mais moi j'ai choisi, non, je ne voulais pas utiliser comme ça, sans son autorisation, le Matteo Goffriller de 1711, mais j'ai choisi volontairement 1712 parce que c'est l'année de naissance de Rousseau. Voilà. Alors, vous voyez l'exactitude, la manière extraordinaire dont Akiras va chercher ses sources. Et je dois dire, en tant que violoncelliste, c'est assez subjugant quand on se plonge dans Suite inoubliable. Et notamment, je voulais t'en parler parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler quand on s'est vu à Tokyo. Tu parles, un des professeurs, le principal professeur de Ken, c'est Maurice Maréchal. Et il se trouve, petite anecdote, c'est toujours drôle de se trouver un petit peu en lien indirect avec un personnage d'un roman.
enfin qui est en fait un vrai personnage, évidemment. Maurice Maréchal était, bon, c'était vraiment une sommité du violoncelle de la première partie du XXe siècle. Et Maurice Maréchal a été notamment le professeur de ma première professeure de violoncelle, Claire Rabier. Voilà. Et elle était en fait, quand elle était toute jeune, la toute dernière élève du alors très vieux Maurice Maréchal. Voilà. Et donc elle m'a beaucoup parlé de lui, et puis ça. Et puis une autre personne qui a beaucoup compté dans ma vie, Alain Meunier, a été aussi un étudiant de Maurice Maréchal. Voilà, c'est très touchant. Et puisque j'ai Nico, je voulais te demander la chose suivante. Je trouve justement fascinant quand on dit ton premier roman est sur un violon, souvent sur un alto, sur un violon. C'est pas ton premier roman est sur un violoniste, le deuxième sur un altiste. Voilà. C'est l'instrument. Et puis l'instrument, voilà, qui va être en contact. C'est pour ça que je lis mon violoncelle ici, parce que finalement c'est lui l'acteur principal. Je veux dire, c'est l'instrument. Et je voulais savoir, parmi mes nombreuses fascinations pour la culture japonaise, j'ai une grande admiration pour le respect, c'est plus que du respect, l'amour pour l'objet qui va nous permettre de créer, justement. C'est-à-dire que quel que soit le métier qu'on fait, on sent. Donc, il y a évidemment un exemple très connu, c'est le couteau du cuisinier, de celui qui va préparer le sushi. Il y a une espèce de. Dans la manière dont quand on voit, j'ai tous été une fois dans un restaurant, vous regardez le chef, et après chaque moment où il a coupé quelques sushis, il va prendre soin de son couteau. Il y a vraiment ce rapport à l'objet avec lequel on crée. Voilà. Donc je voulais savoir si c'est quelque part, c'est ça qui a fait que tes romans ne sont pas a priori au départ sur des personnes, mais sur ces objets. Merci pour cette remarque. Oui, je crois que quelque part, l'âme japonaise que j'ai conservée en moi, qui ressurgit comme ça de temps en temps, sans doute, oui, je suis fasciné par cette espèce de fusion entre le cuisinier de sushi et son couteau. Il y a une sorte de fusion, il prend soin de son couteau, comme s'il faisait partie de son corps, un peu. Et j'ai essayé de réaliser ça dans mes romans. Il y a une espèce de fusion entre le violoncelliste et son violoncelle. Et je sais que c'est réel. Il y a une espèce de fusion. Il y a une sorte d'incarnation. Et c'est un point important parce que c'est, même au point de vue romanesque, au point de vue du récit, quand la luthière Hortense, qui est la bien-aimée de Ken Mizutani, le personnage principal, quand elle voit, après son départ pour la guerre, qu'il a laissé donc son violoncelle, et quand elle voit son violoncelle seul, séparé du violoncelliste, elle ressent une espèce de douleur. Et puis, elle sait qu'elle va se séparer de l'instrument aussi, parce qu'elle doit le restituer à une fondation qu'il a prêtée à Ken. Donc, voilà une double douleur. L'instrument séparé de son musicien, et elle doit se séparer de cet instrument. D'où le désir de faire une copie. Donc c'était une sorte d'astuce narrative de ma part, et c'est un point qui m'a intéressé très fortement. Pourquoi ne pas
comment dire, s'intéresser tellement aux musiciens, s'intéresser davantage à l'instrument, parce que l'instrument vit plus longtemps que le violoncelliste. Matteo Goffrier, il date de 1712, il est utilisé même encore aujourd'hui. Et je ne sais pas, ton violoncelle, il date du XVIIIe siècle. Et 1729. voilà, ces instruments-là, qui sont des trésors de l'humanité, vivent plus longtemps que les humains. Et pour moi, dans mes romans, le thème de la transmission était extrêmement important, c'est-à-dire transmettre la mémoire de la guerre d'une génération à l'autre, mais par quel biais, par quelle mémoire. Et dans mon cas, l'instrument était là. C'est un instrument qui est né au XVIIIe siècle, et presque, oui, en même temps que Rousseau, et il vit encore, comme vit encore la pensée de Rousseau. Et j'ai trouvé ça magnifique et incontournable pour moi. Pour finir sur ce thème des instruments qui est vraiment très important dans les trois volumes et particulièrement dans Suite inoubliable, il y a aussi la présence des luthiers qui est très forte, qu'on retrouve dans plusieurs. Et je voudrais vous lire un petit passage sur encore une autre luthière que Hortense, qui s'appelle Pamina. Et c'est très beau parce que c'est très technique et en même temps c'est très littéraire. Pamina commença à s'occuper du détablage du violoncelle de sa grand-mère. Elle sortit un pinceau fin, mit de l'eau chaude dans un verre, posa un couteau à détabler sur l'établi. Comme lors de la même opération effectuée sur le gaufrilaire, elle répéta avec une patience de Pénélope les deux gestes fondamentaux du détablage. Ramollir la colle animale avec de l'eau chaude et enfoncer le couteau entre la table et les éclisses. En 2h30, Pamina parvint à faire le tour de la table d'harmonie qu'elle détacha ensuite avec la plus grande précaution. Je m'arrête là pour ne pas vous dévoiler une partie de l'intrigue. C'est très beau cette façon de décrire avec minutie le travail minutieux de l'intrigue. Peut-être une dernière petite question concernant le quatuor à cordes, parce que je crois que c'est pas anodin que vous ayez eu le désir de parler de ce quatuor à cordes. Je crois que j'ai lu ou entendu dans une précédente interview que pour vous le quatuor à cordes est un peu la forme la plus aboutie de la pensée européenne. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe ? Oui, je pense que d'ailleurs cette trilogie, pour moi, c'est une manière de rendre hommage au quatuor à cordes. Il y a deux violons, un alto et un violoncelle. Et c'est vraiment le genre que j'aime particulièrement, que j'aime passionnément. Et il se trouve que c'est un genre qui est né au XVIIIe siècle, qui a pris un essor particulier avec Haydn. Il a été poursuivi par Mozart, il a écrit des chefs-d'œuvre, et puis à la fin du siècle des Lumières, il y a ce monument incroyable qui est l'ensemble des 16 quatuors de Beethoven. Et à partir c'est pas tout de suite, quand j'étais enfant, je ne connaissais pas ce genre. C'est à partir de... Je crois que ça correspond au moment où j'ai enseigné vraiment la littérature, surtout la littérature du XVIIIe siècle. Donc j'étais tout le temps avec mes compagnons de route, Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu, etc. Et quand je me suis rendu compte que le quatuor à cordes est un genre qui est né
et qui a pris un essor particulier au cours du siècle des Lumières. Et d'ailleurs, on peut dire la même chose pour la lutherie. Les grands luthiers, ce sont des luthiers du XVIIIe siècle. Voilà, je ne citerai pas ces grands luthiers, mais il y a une espèce de concomitance entre la musique qui s'écrit au XVIIIe siècle et puis la lutherie qui se développe à ce moment-là. Et en ce qui concerne le quatuor à cordes, je me suis dit, après, bien des années après, quand j'étais vraiment engagé dans l'enseignement de la littérature, je me suis dit, ce n'est pas sans raison que le quatuor à cordes a pris un essor particulièrement important au XVIIIe siècle, pendant le siècle des Lumières, parce que le siècle des Lumières, c'est un siècle qui commence à proposer à l'humanité un modèle tout à fait inédit de société, un modèle inédit de civilisation. Je m'explique. Dans un quatuor à cordes, ce qui me fascine, c'est la relation presque dialectique, c'est un peu savant de dire ça, mais entre le singulier et le collectif. Chaque musicien s'affirme avec son instrument, avec sa partition qui lui est propre. C'est vraiment l'éclosion d'une forte individualité en tant que musicien, en tant que premier violon, en tant que deuxième violon, en tant qu'altiste, en tant que violoncelliste. Chacun est autonome, chacun s'affirme avec son instrument. Mais en même temps, ça c'est beau à regarder parfois quand plusieurs musiciens jouent ensemble, dans un quatuor, dans un cantet, dans un sextuor, etc. Chacun se réalise constamment à l'écoute des autres. Et s'il n'y a pas cette écoute, l'oreille tendue vers les autres, la musique de chambre, la musique du quatuor à cordes, ne se réalise pas. C'est ce rapport entre l'extrême singulier et l'extrême collectif. C'est justement cette affirmation individuelle et puis la réalisation collective. C'est cette chose-là que, à mon avis, le siècle des Lumières a essayé d'inventer. En particulier quand on lit avec cette idée du contrat social, paraît-on, sous le vocabulaire politique, il y a une présence sous-jacente d'un vocabulaire musical. Et parfois, ce sont les mêmes mots. Il y a un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le mot concert. Le mot concert qui est utilisé plusieurs fois dans du contrat social, c'est à la fois le concert au sens musical du terme, mais en même temps, le concert, ça signifie, dans le texte de Rousseau, dans le texte politique de Rousseau, ça signifie surtout l'accord, l'entente, la concorde, c'est-à-dire être ensemble. Et c'est cet aspect-là, donc cette espèce de relation un peu cachée, invisible, entre la musique et l'ordre musical et l'ordre politique. Et sur ce plan-là, Rousseau est un personnage exemplaire, parce que c'était un musicien en même temps. Peut-être pas un grand musicien, mais un musicien quand même. Il a écrit des opéras. Et c'était un grand théoricien de politique. Et c'est ça que je retrouve un peu, c'est-à-dire ce que j'ai essayé de montrer à mes étudiants en parlant du contrat social, en parlant de dictionnaire de musique de Rousseau, par exemple. C'est cette chose-là que
que j'ai cru trouver dans les magnifiques quatuors à cordes de Haydn, de Mozart et de Beethoven. Et alors, c'est fou parce que il y a tellement de choses importantes dans ce que je viens de dire. Et là, moi, je vais me contenter de rebondir sur celle que j'ai vécue plus personnellement. Donc, il se trouve, ceux qui me connaissent savent que justement, le quatuor à cordes, depuis que j'étais jeune violoncelliste, c'était toujours ma passion. J'allais pour des études dans un nouveau conservatoire. Première chose, chercher des partenaires pour jouer du quatuor à cordes. Et une chose que j'ajouterais peut-être encore à ce que tu as dit sur ce que nous amène ce genre, et qui peut-être là aussi est un petit pont vers quelque chose que je perçois dans ce que moi j'ai vécu de la culture japonaise, c'est que parfois, moins c'est plus, moins c'est mieux. Autrement dit, dans un quatuor à cordes, oui, on a nos quatre protagonistes, mais on n'a pas, justement, comme dans un orchestre symphonique, l'instrumentarium, la variété des timbres, etc. On se concentre sur une famille de timbres, donc avec quatre instruments qui ont, par leur registre, des différents, mais on va justement, et parce qu'on a cet univers de timbres, des cordes, et qu'on se contente de ça, on va pouvoir peut-être aller plus loin encore dans la profondeur, dans la réflexion, dans le ressenti, et voilà. Et il y a une chose qui m'est revenue à la mémoire en t'écoutant à l'instant, c'est que j'ai eu, alors, là, non plus dans mes études, mais dans ma vie professionnelle à proprement parler, j'ai eu une période de quartettiste avec mes amis Antje Waldhaus, Daniel Sepek et Tabert Zimmermann, et on avait créé le quatuor Arcanto. On a fait 12 ans de quatuor. Et je me souviens que notre cri de ralliement, si je peux dire, quand on a commencé à travailler ensemble, ça a été de dire chacun fait ce qu'il veut. C'était évidemment une demi-boutade, parce qu'on a tout de suite, inévitablement, on cherche l'harmonie, on veut créer ensemble. On voulait, le collectif est en fait tellement inévitable dans le quatuor que ce qu'on voulait, par contre, c'est que chacun soit pleinement lui-même dans ce travail. Voilà. Et donc, c'est un petit souvenir qui m'est venu en tête. Alors, je crois que c'est pas mal de terminer sur le quatuor à cordes parce que c'est quand même un peu la formation reine de la musique de chambre, et on est dans un festival au départ de musique de chambre, même si maintenant ça s'élargit beaucoup à d'autres styles. Je ne peux que vous inviter à regarder de plus près le programme de cette magnifique semaine où on a des magnifiques concerts à vous proposer, même si beaucoup d'entre vous connaissent déjà les rencontres musicales, certains peut-être non. Et puis, si le public n'est pas contre, je pourrais peut-être demander à Jean-Guilhem de bien vouloir jouer une très petite pièce pour violoncelle, mais qui est présente à plusieurs moments dans ce livre, parce que c'est un livre qui parle de guerre, c'est un livre qui parle de musique, c'est un livre qui parle d'instruments, mais c'est aussi un livre qui parle de la paix, et c'est un morceau qui est très emblématique de ce thème. Et puis, bien sûr, il y a une très riche variété de thèmes qui sont abordés, en plus de tout ce qu'on a dit, notamment des histoires d'amour, donc n'hésitez pas à aller voir dans le livre, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu évoquer ce soir. Et je crois que Jean-Guilhem ne peut pas rester beaucoup plus longtemps, parce qu'il joue aussi ce soir dans le concert. Donc, du quatuor à cordes. Du quatuor à cordes, voilà. Et donc, si tu es d'accord, et si vous êtes d'accord, je demanderai à Jean-Guilhem de jouer cette petite pièce. Et ensuite, vous êtes invité évidemment à aller voir la table des livres et à vous faire dédicacer éventuellement des livres par Akina Furuyashi. Et ensuite, à aller voir le concert à Salagon et tous les autres concerts de la semaine au Cordelier. Que c'est effectivement le premier morceau et qui est un message d'amour au départ entre ces deux jeunes gens, au départ de ton livre, Akira. Il s'agit du prélude de la première suite de ta vie.